الله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous vous remercions au nom de la mosquée Fraternité d'avoir répondu à notre invitation, malgré le froid, les glissades qu'on a connues aujourd'hui. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Inch'Allah, le programme de cette soirée, ce sera une conférence sur un sujet qui nous concerne tous, les réseaux sociaux, leurs avantages, leurs inconvénients, la façon dont on doit les gérer dans notre vie. C'est un sujet de dunya, mais notre dunya en fait, ce sont des épreuves pour l'akhira en fait. Ce qu'on va faire pendant notre dunya en fait, ça va être, on va voir le résultat l'akhira. Donc c'est un sujet de dunya, mais en même temps, on travaille dans le dunya pour l'akhira, Inch'Allah. C'est notre objectif ultime, donc ça a des conséquences en fait. Ce qu'on fait dans notre dunya, ça va avoir des conséquences dans l'au-delà. Donc Inch'Allah, il y aura cette conférence de Hada Bahou. Et ensuite, nous nourrirons nos corps. Après avoir eu de la nourriture intellectuelle, on va nourrir un peu notre corps. Et ensuite, Inch'Allah, ça nous permettra aussi de nous connaître, de connaître un peu les frères qui sont autour de nous dans la mosquée, de discuter. Et ensuite, Inch'Allah, on va se nourrir spirituellement. On va faire un peu de dhikr, car le modèle prophétique, c'est ça. Il faisait énormément référence à Dieu. Il pensait souvent à Dieu, sa présence. Et c'est notre modèle. Donc, pendant cette soirée, Inch'Allah, on va suivre cette sunna, on va se rappeler de Dieu, Inch'Allah. Et ensuite, on fera un qiyam dans le prolongement. Donc la conférence que va nous faire Hada Bahou, je vais un peu le présenter parce que tout le monde ne le connaît pas. Ceux qui fréquentent la mosquée le connaissent,
car c'est quelqu'un du Nord, hein, un pur nordiste, qui a fait ses études ici dans le Nord, qui a réussi ses études, hein. Il est ingénieur. Il est ingénieur et il a une passion, c'est l'écriture. Il a écrit des livres, 2 livres exactement. Donc il y a l'année dernière, il a écrit un livre, un roman, qui s'intitule le Village Maudit. C'est bien ça, le Village Maudit. Et là, il y a quelques temps, un livre à plusieurs auteurs, en fait, collégial, qui est Vivre l'épreuve, voilà. Vivre l'épreuve. Donc un livre très intéressant, avec plusieurs niveaux. Non, c'est un livre. Hein. Le premier, en fait, c'est un roman. Voilà, ouais, c'est une pensée d'un croyant, en fait, sur l'épreuve. Et alhamdoulilah, en fait, Hada lors de ses études, hein, comme tous les jeunes, a eu certaines difficultés avec ses professeurs, etc. Mais toujours par son relationnel, par son comportement, en fait, il a fait que certains professeurs qui avaient parfois des préjugés sur son ethnie ou sur autre chose, en fait, sont devenus en fait ses meilleurs pas supporters, hein, mais ses meilleurs conseillers, on va dire, presque. Et des futurs amis, ça me rappelle une sourate du Coran, quand Dieu dit, lorsque vous faites l'ihsan, en fait, le résultat, c'est que ton pire ennemi va devenir ton meilleur ami. Et en fin de compte, je crois que cette phrase, Hada l'avait en tête à tous les instants. Et il a voulu, à mon avis, le faire partager en fait ce relationnel avec les autres, en fait. Le fait de pouvoir réussir dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle, en fait, il a voulu le faire partager. Et dans la mosquée, justement, c'est un pilier par rapport à l'atelier, par rapport au comité jeunesse, en fait. On fait pas mal d'ateliers, en fait, pour les jeunes, pour leur donner l'envie, en fait, de poursuivre leurs études et réussir. Donc, depuis maintenant 1 an et demi, on fait des ateliers réguliers, 1 fois par mois. Inch'Allah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous faire connaître. Sur Facebook, par exemple, souvent on annonce des dates et ce type d'atelier. Donc, Inch'Allah, sans trop tarder, je vais laisser la parole à notre conférencier. Merci d'être venu si nombreux. Donc, on a tenu donc, avec Rachid et les frères de la mosquée d'aborder ce sujet des réseaux sociaux. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait certaines dérives, que beaucoup de jeunes étaient laissés tout seuls face aux réseaux sociaux, et on va voir ensemble qu'il y a des bonnes et des moins bonnes choses par rapport à ces réseaux sociaux. Donc j'aimerais bien que ce soit une discussion plus qu'une présentation. Donc si vous avez des choses à rajouter, des remarques pendant ma présentation, n'hésitez pas à revendiquer la parole. Donc ça se présente en deux étapes. Une première étape où je vais présenter un peu ce qu'on appelle un peu les méfaits. Enfin, je parle des dangers des réseaux sociaux, mais c'est plutôt des choses sur lesquelles il faut être alerté. Et dans une deuxième partie, on verra que ça peut être aussi un outil pour pouvoir faire de bonnes choses. Comme nous, on a eu l'occasion de le faire à travers le centre. On communique beaucoup, donc ça permet à des gens de venir. Certains d'entre vous, à mon avis, ont entendu parler de nous de cette conférence sur Internet. D'autres sont des réguliers de la mosquée, donc étaient déjà au courant. Et par exemple, le dernier livre qui est sorti, que j'ai fait en collaboration avec une vingtaine de personnes, c'est grâce à Facebook qu'on s'est coordonnés. La plupart d'entre nous ne se connaissant pas. Et grâce à Facebook, on a pu travailler ensemble et sortir un livre, une œuvre. Donc ça peut être un outil qui peut aider aussi à faire de bonnes choses. On va faire d'abord un petit panorama donc, des réseaux sociaux. Les chiffres sont énormes. À savoir que Facebook, tout à l'heure nous-mêmes a parlé de Facebook,
il voulait dire les réseaux sociaux, mais c'est pour vous dire que Facebook, c'est le réseau social le plus important depuis 2003-2004, il est sorti. Maintenant, dans le monde, il y a plus de 1,71 milliard, 1,710 millions de personnes qui ont un compte Facebook, dont, et en France, rien qu'en France, 31 millions, près de la moitié de la population française a un compte Facebook. C'est pour vous dire l'importance de l'outil. Il n'y a jamais eu d'outil qui a été aussi partagé que l'outil, ce genre d'outil, l'outil Facebook. YouTube, qui remplace facilement les télévisions traditionnelles. À lui tout seul, il y a plus de visions que toutes les télés réunies. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs uniques sur YouTube, et donc 24 millions en France. Après, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont un peu moins importants, mais qui restent quand même avec des gros chiffres, comme Twitter, qui est utilisé par les journalistes, où c'est en quelque sorte les SMS du web. D'ailleurs, j'ai des chiffres supplémentaires que je pourrais vous fournir au fur et à mesure. Il y a aussi, pour ne pas oublier, le mobile qui se développe de plus en plus, surtout depuis l'apparition des smartphones. Par exemple WhatsApp qui permet de discuter en groupe. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs WhatsApp dans le monde. Maintenant on peut communiquer à travers toute la planète via WhatsApp, juste avec une connexion Wi-Fi. Et puis il y a d'autres comme Instagram ou LinkedIn qui permet d'avoir un réseau professionnel pour ceux qui cherchent du travail ou qui veulent créer des affaires. Vidéo et Pinterest entre autres. Donc les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, c'est devenu la nouvelle drogue. Avant c'était les jeux vidéo, la télévision, maintenant c'est Facebook. À longueur de journée, les gens sont connectés, discutent. Et via les smartphones, maintenant c'est devenu quelque chose, c'est toute la journée quoi. On reçoit des notifications, c'est déjà que quelqu'un nous a contacté. Et puis ça a une grande ingérence dans notre vie. Là c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais ça a encore évolué depuis. Il y a plus de 19 millions de personnes en France, de mobinotes, qui surfent via leur mobile par mois. Et il y a presque 40 millions de personnes qui, en moyenne, surfent 1h25 par jour. Quand on dit moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui passent peut-être 8 heures, il y en a qui vont passer que quelques minutes, mais ça fait une moyenne d'1h25 par jour. Les risques liés aux réseaux sociaux. Alors, ça c'est un sondage, donc c'est des risques perçus. Après, on va voir qu'il y a des vrais risques qui sont avérés. Les risques perçus, c'est l'accès à sa vie privée. Parce que quand on communique son prénom, qu'on met des photos de sa maison, de ses amis, il y a une ingérence dans la vie privée qui est faite obligatoirement pour chacun d'entre nous. Il y a aussi nos données personnelles qui sont conservées. Vous signez toujours un contrat quand vous ouvrez un compte sur Facebook ou YouTube, des conditions générales, où vos données, elles ne sont plus à vous, elles sont à eux. Tout ce que vous communiquez, même sur votre vie privée, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc ça se peut que dans 10 ans, ça vous poursuive toujours. Vous ayez dit quelque chose qui va vous poursuivre dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, il faut l'avoir en tête quand on exprime ses opinions. Il y a aussi l'utilisation des données commerciales à travers, par exemple, les adresses mail. Il se peut que quelqu'un vende votre adresse à d'autres compagnies qui vont vous envoyer des mails commerciaux alors que vous n'avez rien sollicité. Il y a aussi l'accès à votre vie privée par le milieu professionnel ou le milieu familial. Il y a eu plusieurs cas de figure où, par exemple, une personne ne s'est pas présentée au travail en disant qu'elle était malade et elle publie sa vie privée sur Facebook. Elle était dans une fête ou elle est en voyage. Son patron tombe sur ses données et le convoque à un entretien et le licencie. C'est pour vous dire que maintenant, les informations restent plus privées. Il m'est déjà arrivé moi-même, par exemple, plusieurs fois d'être retrouvé par des personnes via on tape votre nom dans Google et puis il y a un tas d'informations qui sont données. Votre page Facebook, si vous avez un blog, votre CV, etc. Donc il faut faire très attention à ce qu'on met sur Internet. Maintenant, les vrais risques. Qu'est-ce qu'on risque vraiment à transmettre ces informations personnelles sur le réseau, sur les réseaux sociaux? Il y a d'abord l'usurpation d'identité numérique. Avant, il y avait un vol d'identité, c'était quelqu'un, c'est votre nom, votre prénom, il fait une fausse pièce d'identité ou un faux permis. C'est déjà arrivé plusieurs cas où quelqu'un roulait sous le nom de quelqu'un d'autre. Donc les infractions arrivaient chez la personne qui n'avait pas commis ces infractions. Maintenant, c'est encore plus facile via les réseaux sociaux.
Parce qu'il suffit qu'une personne s'y connaisse un petit peu, elle peut retrouver toutes vos informations, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. On reçoit même maintenant des notifications pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un. Donc, le nombre de vos enfants, votre adresse, ce que vous avez fait comme étude, donc il peut facilement prendre votre apparence. Il peut même créer une page Facebook à votre nom, dire et faire des choses qui peuvent vous retomber dessus. Ça s'appelle du vol identitaire. Et c'est peut-être que ici, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu des problèmes par rapport à ça, mais en tout cas moi je connais des personnes qui ont déjà eu des problèmes d'usurpation d'identité. Et donc ils ont dû aller au commissariat pour justifier que ce n'était pas eux qui avaient fait ou qui avaient dit ce qui avait été dit. Il y a également d'autres risques, comme grâce à ces informations, on peut contracter un prêt à votre nom, facilement. On peut se faire passer pour vous. Et quand vous payez en ligne, si vous mettez vos coordonnées, on peut facilement, en surveillant le réseau, avoir vos coordonnées bancaires. Et il y a une technique qui est très à la mode en ce moment, ça fait quelques années, mais ça marche toujours bien, c'est ce qu'on appelle le phishing, le hameçonnage. Par exemple, vous recevez un email ou un lien sur Facebook de voie privée, vous cliquez dessus, on vous emmène vers un endroit. Par exemple, vous pouvez recevoir comme quoi votre dernière facture elle est restée impayée chez votre fournisseur d'accès. Vous cliquez, vous y croyez, vous mettez vos coordonnées, votre numéro de carte bleue. La personne recueille toutes ces informations et après elle peut faire ce qu'elle veut. J'ai un collègue récemment, il a fait un achat, il a acheté un billet d'avion pour aller dans un pays d'Asie, la Thaïlande, la Birmanie, je ne sais plus. Et après, il s'est retrouvé sur son compte, il y avait des débits de plus de 1500 €. Et quand il s'est renseigné, c'est parce que lors de ce paiement, une personne était en train d'écouter son réseau et a recueilli ces informations. Les banques remboursent parce qu'on a des assurances, mais ça peut être plus grave que ça. Ça peut être, par exemple, vous payez un produit et la personne, ne vous l'envoie jamais, vous récupérez jamais votre argent. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut subir via les réseaux sociaux, que ce soit les dénigrements, on peut salir votre réputation, on peut facilement vous harceler aussi, ça existe. Il y a beaucoup de cas d'harcèlement qui sont dénoncés tous les jours en France. Je ne parle même pas du monde. Et un cas de figure, vol d'identité sur Facebook. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, une personne vient, vous demande comme ami sur Facebook. Vous ne vérifiez pas, vous acceptez tout le monde comme ami. Elle devient votre ami. Elle arrive, elle connaît votre nom, vos prénoms, tout ce que vous aimez faire, où vous habitez, vos amis. Votre date de naissance, elle a les photos. Elle peut même avoir votre adresse mail. Et donc, elle est en possession de toutes les informations vous concernant. Et bien, grâce à ça, elle peut facilement prendre votre place ou facilement faire des choses en votre nom. Et puis, vous, au début, c'était juste une demande d'amis, vous avez accepté, et voilà. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait sur Internet. Que ce soit les acceptations d'amis, que ce soit les informations qu'on diffuse. Par exemple, si on a un blog ou si on a un compte Twitter, il faut faire très attention parce que ça peut se retourner contre nous. Comment est-ce que les infos de la vie privée sont diffusées? Donc, je vous en ai un peu parlé, il y a 3 cas de figure, soit les réseaux sociaux, donc on parle facilement de sa vie, surtout les jeunes, ils parlent très facilement de leur vie. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent très facilement parler de leurs parents, je vois des gens, des fois, ils parlent par exemple, il y a des gens, il y a des femmes, elles tombent enceintes, elles parlent de leur grossesse, elles parlent de la naissance de leur enfant, donc c'est tout, de jour en jour, c'est un vrai feuilleton. Et elles ne savent pas à quel point ça peut être très dangereux pour elles et pour leur propre famille. Et aussi, quand on échange via le mobile des photos ou des enregistrements via WhatsApp ou via Imo, par exemple, maintenant on a Imo qui permet de faire des conversations vidéo, même à travers le monde. Ou si on a un blog et qu'on parle de sa vie, on peut facilement donner des informations qui peuvent être compromettantes. Après, il faut savoir ce que... Imaginons, on raconte certaines choses sur Internet, après on regrette, on veut les enlever. Même si on retire notre page, on retire le blog, on retire tout, il y a une mémoire sur Internet, via l'indexation Google par exemple, qui va garder longtemps ces informations. Et il se peut qu'une personne les ait reprises et les ait fait circuler, et là, ce sera impossible de contrôler et de les faire disparaître.
Si jamais ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il faut avoir un maximum de preuves. C'est-à-dire, vous prenez des photos d'écran, des impressions d'écran, vous faites constater par un huissier de justice. Et si on vous salue votre réputation, par exemple, ou qu'on vous a coûté préjudice, ensuite il faut demander la cession de la diffusion. Donc la personne ou l'hébergeur, souvent un directeur de publication ou un hébergeur, vous lui demandez de faire cesser. Et si c'est toujours pas fait, il faut saisir un juge. Et là, ça peut aller très loin. Il y a des cas de figure où c'est déjà parti très loin et la personne a obtenu justice. Mais quand la personne est à l'étranger, ça devient beaucoup plus difficile. Le harcèlement, ça concerne beaucoup les jeunes, les collégiens, les lycéens. C'est qu'ils ont des habitudes, ils fonctionnent en bande, donc des fois ils prennent quelqu'un comme bouc émissaire et ils le harcèlent. Et alors il humilie, il intimide. Avant c'était juste des paroles. Maintenant ça devient beaucoup plus grave grâce à Internet. C'est qu'on peut prendre des photos de lui, il y a des bisoutages des fois qui se font et puis on les diffuse sur Internet. Et puis la personne, elle se retrouve vraiment harcelée, mais beaucoup plus fortement qu'avant. Il y a même des groupes d'élèves qui des fois se rassemblent, font une page Facebook pour dénigrer ou insulter un professeur en particulier. Où il y a des cas de figure où il y a des vengeances entre personnes sur Internet. Donc ils s'attaquent. Si jamais vous constatez ce genre de choses, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement avec un numéro de téléphone pour dénoncer ce genre de choses. Donc le harcèlement moral, c'est 3 cas de figure qu'on retrouve encore plus fort et plus prononcé sur Internet. Donc il y a le harcèlement verbal. Maintenant, c'est facile derrière un clavier d'insulter et de dénigrer les gens, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Si on a quelqu'un en face, on va hésiter, parce qu'on va avoir peur des conséquences. Mais sur Internet, on n'hésitera pas. On va facilement se lâcher. Le harcèlement émotionnel, donc on peut humilier, se moquer de quelqu'un. Et après, non seulement ça peut commencer à l'école, mais ça peut aussi se poursuivre sur le web. Après, il y a aussi des provocations, le harcèlement sexuel, parce que les jeunes, ils vont sur Internet, il y a des garçons, il y a des filles, donc la mixité, elle se fait aussi sur Facebook. Et donc ça peut porter aussi à conséquences. Il y a aussi quelque chose qui se développe beaucoup, et qui est décuplé à cause des réseaux sociaux, c'est le suicide. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui annoncent leur suicide sur Facebook ou sur Internet. En 2012, il y a une jeune fille qui s'appelait Kylen, c'est une américaine. Elle avait annoncé plusieurs semaines en avance qu'elle allait se suicider sur Internet. Et des gens la suivaient. Les gens ils cliquaient j'aime, des commentaires, alors qu'elle a annoncé qu'elle allait se suicider. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Mais ça a été empêché grâce à une action des Anonymous. Vous voyez un peu c'est qui les Anonymous? Ceux qui font des petites attaques sur Internet, des fois. Et là, ils ont pu empêcher ça. Mais il y a plein de cas de suicide où les gens se sont suicidés. Un truc un peu plus grave pour ceux qui sont parents. Si vous laissez vos enfants, je sais que sur Facebook, l'âge minimal, c'est 13 ans pour pouvoir créer un compte. Mais on peut facilement mettre l'âge qu'on veut. Même à 10, 12 ans, on peut créer un compte. Personne ne va vérifier quel âge vous avez en vérité. Et il y a quelque chose qui se produit de plus en plus, c'est qu'il y a des adultes qui créent des comptes en se faisant passer pour un enfant, 10, 11, 12 ans, qui rentrent en contact avec d'autres enfants, qui discutent avec eux comme des amis, et ensuite ça va beaucoup plus loin. Soit ils leur donnent rendez-vous, ou ils savent où aller les chercher parce qu'ils leur parlent de leur école, etc. Et il y a beaucoup de cas où il y a des détournements de mineurs comme ça. Et ça peut aller très loin des fois. Donc pour ceux qui ont des enfants, c'est bien de leur laisser un peu aller sur Internet, mais avec surveillance et puis contrôler les heures. Quoi. Et savoir, mettre un contrôle parental et savoir sur quel site ils vont et ce qu'ils font. Ils peuvent facilement tomber sur des images choquantes à leur âge, parce que c'est vraiment pas contrôlé. Il y a plein de... Vous allez sur un site, il y a des pubs qui s'affichent, ou ça peut être très dangereux. Quoi. Et on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Du temps qu'on pouvait passer avant à lire ou à s'amuser tout simplement, comme un enfant, ou nous-mêmes à lire ou à être avec, à faire des choses utiles, maintenant on les passe sur Internet. Plus de 20% de notre temps, et là ça a encore augmenté, est passé sur les réseaux sociaux. Après il y a des risques encore plus importants, surtout pour les élèves et les enfants, c'est
ils se créent une vie sociale sur Internet. C'est une fausse vie sociale parce qu'ils ne rencontrent pas les gens en vrai. Donc ça les pousse à de l'isolement. Ils passent beaucoup de temps dans leur chambre, sur Internet, et ce temps-là, ils ne le passent pas avec les gens. En plus de ça, donc, si on reste longtemps sur les écrans, qui a entendu parler du livre et du film TV Lobotomie? Quelqu'un connaît? Oui. Donc il y a un docteur en neurologie qui a sorti un livre pour montrer les méfaits des écrans télé, mais aussi les autres écrans, sur le cerveau des plus jeunes. Ça les empêche de construire leur cerveau, le cerveau de façon... les connexions des neurones entre les cerveaux, quand ils sont devant un écran trop longtemps, elles sont empêchées. Donc leur cerveau ne se développe pas aussi bien que si ils passaient leur temps. Par exemple, s'ils s'amusent, quand ils s'ennuient, leur cerveau il travaille, il se construit. Mais quand ils passent devant un écran, ils sont passifs. Et c'est aussi vrai pour les écrans d'ordinateur comme les écrans de tablette. Et donc, ça fait des pertes de concentration, ça fait des enfants moins alertes devant les cours. Et puis si on passe beaucoup de temps devant les écrans, donc il y a certains spécialistes qui recommandent d'arrêter les écrans au moins 2 heures avant d'aller se coucher, parce que la lumière, elle empêche de s'endormir tout de suite. Il y a aussi la baisse des résultats scolaires, parce qu'on est moins concentré, on est plus fatigué, et puis on est sans cesse perturbé. Beaucoup d'élèves maintenant vont à l'école avec un smartphone et puis ils reçoivent des notifications ou des SMS pendant le cours. Ça perturbe le cours, ça perturbe leur travail et ça perturbe la classe dans l'ensemble. Puis donc ça peut mener à d'autres choses, jusqu'à des dépressions, etc. Il y a aussi une chose, au début on voulait faire cette conférence autour des dégâts des mots sur Internet. On a proposé d'élargir le sujet. Et donc ce dégât des mots, qui normalement concerne ce qu'on prononce, ce qu'on dit, il peut être rapporté aussi à ce qu'on fait sur Internet. Parce que derrière un clavier, on dit, on fait des choses, même si c'est pas avec sa langue, ça va être avec le clavier. Donc on va faire quelques petits rappels. C'est que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran Karim, donc personne ne prononce pas de parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ce qui veut dire, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur les autres, sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aktharu khataya ibn Adam min lisani. La plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce qu'on prononce et de ce qu'on dit. Et c'est pas valable que pour les paroles, c'est valable aussi pour ce qu'on dit de façon virtuelle, à travers les SMS, les textos ou les réseaux sociaux, dans les nombreuses discussions qu'on peut avoir. Pour ceux qui connaissent un peu Fath al-Lisan, donc les dégâts des mots de l'imam al-Ghazali, il a répertorié un certain nombre de dégâts qui peuvent être causés par la langue. Donc j'ai repris ces types de dégâts et j'en ai rajouté quelques-uns qui sont propres à notre époque, on va dire. C'est parler de ce qui ne nous regarde pas. Et ça, c'est ce qui passe beaucoup sur Internet. Les gens se prononcent sur tous les sujets, même s'ils n'ont aucune connaissance. Et sur plus de paroles. On passe des heures à discuter, à chatter sur les sites de chat ou sur les... Maintenant, Facebook, ça fait tout ça. Ça fait vidéo, ça fait blog, ça fait chat. Donc on passe des heures là-dessus. On parle vainement. On a des discussions pendant des heures qui ne nous rapportent rien du tout. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de polémiques aussi. Quelqu'un poste quelque chose, la personne n'a pas compris, elle répond, une autre personne vient intervenir et ça fait des polémiques à ne plus finir, qui créent même des dissensions entre les gens. Donc c'est aussi une dispute. Les gens sont durs à la parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est dans une vague où tout le monde veut donner son avis sur la religion en particulier et tout le monde met en garde contre tout le monde.
Le web renforce ça. Donc il y a la drague, le libertinage, l'insulte et la vulgarité. Là, ça prend des mesures énormes. On maudit les gens, on plaisantait aussi le professeur m'a dit que de trop rigoler, ça durcissait le cœur. Donc beaucoup de gens plaisantent, partagent des vidéos rigolotes, alors qu'il y a beaucoup de sujets sérieux qu'on pourrait aborder. Colporter des fausses informations. Récemment, j'ai vu certaines personnes ont partagé comme quoi, à cause des musulmans, on aurait interdit dans une certaine ville en Norvège de célébrer Noël. Alors, les gens ont partagé, ça a provoqué la colère de beaucoup de chrétiens. Et quand on a vérifié, les gens ont transféré l'information sans vérifier. Et quand on a vérifié, on a vu qu'en fait, il y avait eu un problème technique qui a empêché qu'on mette en place les illuminations de Noël. C'est juste pour ça. Les musulmans n'avaient rien à voir là-dedans. Mais ce genre d'informations qu'on diffuse sur les musulmans, nous les musulmans, on peut diffuser des informations qui sont avérées force sans les vérifier. C'est très important. Et ça peut être très grave. Le voyeurisme avec les selfies, beaucoup de gens exposent leur vie, donc on a envie de savoir ce qu'ils font dans leur vie. Ils sont en train de manger, ils publient des posts de leur nourriture, et ils sont sur la plage, ils publient des photos de la plage. Ils sont chez eux dans leur intimité, ils publient des photos de leur intimité. Et puis ça s'arrête plus, quoi. Et puis j'en parlais aussi, donc en dehors, il y a aussi la vantardise et l'orgueil. Les gens montrent toute leur vie en voulant se montrer les meilleurs, les plus beaux. Mais il y a aussi ce sujet de discuter de sujets religieux. Il y a beaucoup de pages sur Facebook ou beaucoup de forums ou de sites où les gens viennent et exposent leur point de vue sur la religion, sans science. Ou alors ils reprennent des propos de tel ou tel savant, mais sans connaître le contexte et sans connaître ce qu'il a voulu exactement dire. Et puis ça fait des polémiques et chacun passe par là en croyant connaître. Et puis il passe par, comme on l'appelle si bien, cher Google, pour argumenter alors que leurs informations ne seront pas vérifiables.